Bonjour, nous sommes ici à la Comédie Odéon, le nouveau café-théâtre, le plus beau café-théâtre de France, installé dans le quartier de Grollet de Lyon. Je suis avec Stéphane Cazé, qui est le directeur du lieu. Bonsoir. Nous sommes ici à la Comédie Odéon, un nouveau café-théâtre qui a ouvert ses portes à Lyon le 31-12 dernier. Vous l'appelez sur votre site le plus beau café-théâtre de France. Alors comment est-ce que vous savez? Est-ce que vous les connaissez tous? Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors oui, je les connais tous. J'ai 20 ans de métier et j'ai fait 15 ans de tournée, donc je connais tous les cafés-théâtres. Pourquoi on l'a appelé le plus beau café-théâtre de France? Parce qu'à la base, ça n'est pas un café-théâtre. On est sur des standards de théâtre en termes de confort, en termes d'accueil, en termes d'investissement. On a dépensé 1 million d'euros en termes de qualité technique, acoustique, etc., etc. Mais je ne voulais pas l'appeler théâtre parce que j'ai 2 cafés-théâtres à Lyon, le Boui-Boui, le Rideau Rouge, et je sais qu'il y a une partie du public, quand vous marquez théâtre, il se dit « ah ben non, c'est pas pour moi, en gros on va se faire chier, ça va coûter cher, c'est guindé, etc. » Donc je voulais garder le côté populaire, festif, détendu, qui est attaché à l'image du café-théâtre. Mais d'un autre côté, je voulais dire à tous ces gens, vous allez voir un café-théâtre comme vous n'en avez jamais vu, c'est-à-dire avec des standards de théâtre, comme le Splendide à Paris, comme le Palais des Glaces, comme ces belles salles de 300, 400 places. Il n'y en a pas à Lyon. Et comme il était tout neuf et que j'avais mis 1 million d'euros on se retrouve sur le plus beau café-théâtre de France. Voilà. Alors il y a un petit astuce marketing, mais il y a un vrai fond de vérité pour dire voilà, on donne ses lettres de noblesse à l'art qu'est le café-théâtre. Et au final, on est quoi? À mi-chemin, à la croisée des chemins entre le théâtre, le café-théâtre et le music hall, tout simplement. Et c'est surtout une salle chargée d'histoire. Il y a 3 ans encore, c'était un cinéma. Mais l'histoire remonte à bien plus loin que ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Cette salle, elle est mythique puisqu'elle date de 1907 et c'était le premier cinéma de Lyon. Vous avez eu ici des films, alors on est dans l'espace bar, mais dans la salle de spectacle, vous avez eu des films des Frères Lumière qui ont été projetés. Vous avez eu Jean-Luc Godard dans les années 60, 70, 80 qui est venu présenter en avant-première des films. C'est vraiment une salle mythique, historique. Elle a été acquise par les frères Pathé, qui ont lancé pour tout le sud-est Pathé, qui est devenu la grande maison de cinéma que tout le monde connaît. Et tout au long des années, de ces centaines d'années maintenant, il y a eu une activité artistique, culturelle, cinéma et même théâtre, puisqu'au départ, les premiers films, c'était quoi? C'était une caméra fixe qui filmait des scénettes de théâtre et qui les rediffusait. Donc, quand j'ai fait l'acquisition de cet espace, je ne le savais pas tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai appris qu'on était dans un lieu historique, mythique, fantastique. Et d'ailleurs, on le sent quand dans la salle, il y a une âme, il y a une vraie âme qui résonne. Vous venez de dire que vous avez investi 1 million d'euros dans les travaux, c'est-à-dire que vous avez tout changé? Alors, la salle de spectacle, on l'a refait à l'identique. Mais il n'y avait plus rien qui était aux normes. Elle datait de la fin des années 80. Entre-temps, il y a eu les normes d'accessibilité, les normes environnementales, les normes de sonorisation, les normes de sécurité. Donc, on ne pouvait rien garder. Donc, on est retourné au mur à nu. Mais moi, je voulais garder l'aspect, le cachet, le côté un peu la dernière séance Eddie Mitchell, etc. Donc, on a tout refait à l'identique, mais avec des matériaux modernes et avec une qualité de son et d'acoustique et d'accueil, de sièges de cinéma, etc., qui sont sur des standards, comme je vous l'ai dit, des grands théâtres privés parisiens. Nous sommes ici dans le quartier Grollet, qui est un quartier du centre-ville de Lyon, un quartier haussmannien. Donc un quartier très beau, mais un quartier très vide aussi, parce qu'il a été vendu à un fonds de commerce américain qui a fait le vide, qui a viré tous les habitants et tous les commerçants. Donc aujourd'hui, vous êtes entouré de boutiques vides. Quelle idée de s'installer dans un désert pareil? Alors on va en faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur le quartier Grollet. En fait, le quartier, les appartements et les commerces appartenaient à la mairie, qui a vendu à un fonds de pension américain, qui lui a revendu à un bailleur institutionnel qui s'appelle les Docks Lyonnais. Et les Docks Lyonnais avaient un projet pour la rue, qui était de faire une rue du luxe, une espèce d'avenue Montaigne à la lyonnaise. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et donc ils se sont retrouvés avec ces 23 000 mètres carrés sur les bras. Avec un problème particulier sur cet endroit-là, vu son histoire, la mairie, qui n'avait plus le bail, mais qui avait quand même son mot à dire, a dit on ne peut pas vous laisser faire ici une boutique de fringues, une banque, une épicerie, ça doit rester un lieu à vocation culturelle. Les Docks Lyonnais, eux, ne souhaitaient pas revivre l'expérience du cinéma d'art et d'essai parce que c'était très mal terminé avec le CNP Odéon. Et moi, j'arrive à ce moment-là, sans avoir connaissance de tout ça, avec mon projet de café-théâtre haut de gamme, de salle de 300 places en centre-ville. Et j'ai séduit à la fois la mairie, puisqu'ils ont dit bah, très bien, on reste dans la lignée de l'histoire de l'Odéon, et les Docks Lyonnais, qui souhaitaient avoir un lieu prestigieux, haut de gamme, au sein de leur rue.
Après, justement, comment vous avez fait? Je finis. Après, vous me dites, on est la rue est vide. Mais il faut bien savoir qu'un théâtre, il n'est pas dépendant du passage. Il crée le passage. Vous ne venez pas au théâtre par hasard. Vous avez fait le choix de choisir un spectacle, etc., etc. Donc, du fait que la rue était une rue qui avait des difficultés, j'ai pu mieux négocier mon bail, puisque moi, je ne suis pas dépendant du passage. Donc, avec le cahier des charges qui était celui des Docks Lyonnais via la mairie et le fait que la rue était déserte, et j'étais le premier à faire un gros investissement dans la rue, et j'ai obtenu des conditions qui m'ont permis de m'installer. J'en remercie d'ailleurs les Docks Lyonnais parce qu'ils ont été très à l'écoute. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont très contents du projet et que c'est en train de lancer la rue parce que les projets affluent, parce qu'un théâtre, forcément, c'est de la vie. C'est ça qui a dû les séduire, parce que vous parliez justement de cette vocation de luxe que devait avoir le quartier, alors que le café-théâtre, par essence, c'est un art populaire, donc très, très éloigné du luxe. C'est cette fonction de dément qui les a séduits. Je pense que c'est le projet du plus beau café-théâtre de France. Parce que moi, je leur ai dit, voilà, je leur ai montré les plans. Ils ne m'ont pas dit oui tout de suite. Hein. J'ai montré, l'architecte a fait un projet détaillé. On a fait un business plan, etc. On leur a expliqué le type d'artistes qu'on allait faire venir, à renommée nationale, internationale, le type de spectacle qu'on allait produire, le type de public que ça allait amener. Et ils ont été séduits par l'idée, le projet, puis ils m'ont fait confiance, parce qu'on aurait pu se planter aussi. Mais bon, ils ont vu mon CV, ils ont vu que j'ai dirigé le plus gros théâtre d'Avignon, que j'avais déjà 2 cafés-théâtres, que j'avais produit des grands artistes à Paris, comme Jérôme Commandeur, Stéphane Guillon, etc. Donc, je savais à peu près de quoi je parlais. Mais d'un autre côté, bon, ils m'ont fait quand même confiance et ça, je leur en serai toujours reconnaissant. Et Gérard Collomb a dû être ravi. Il vous a aidé? Alors, nous avons pour politique de ne pas demander de subventions, de choses comme ça, de rester un acteur privé, que ce soit le Boui-Boui, le Rideau Rouge, le Palace, etc. Maintenant, en termes de facilitation du projet, toutes les équipes, et je les remercie vraiment, le cabinet du maire a été exceptionnel parce que il y avait des lourdeurs administratives, etc., qui sont inhérentes à un projet comme ça, et ils ont permis qu'on ne perde pas de temps et qu'on puisse ouvrir dans les temps. Alors, de ce point de vue-là, il nous a aidés, et puis il nous a fait l'honneur d'être présent à l'inauguration, ce qui est quand même une forme de soutien extraordinaire, quoi. Vous venez de les évoquer, vous êtes propriétaire du Boui-Boui et du Rideau Rouge, donc 2 cafés-théâtres à Lyon. Vous exploitez l'été le Palace à Avignon, donc là ça fait un 4e café-théâtre. Pourquoi un 4e, et est-ce que vous allez en ouvrir encore d'autres? Non, je crois pas, parce que ça me fait des grosses journées là. Je fais 7 jours sur 7, je suis debout à 9 h, je suis couché à 23h30 minuit. Donc là, je crois que je suis arrivé au maximum. Pourquoi l'Odéon? Parce qu'il me semblait que d'un point de vue business, étude de marché, il manquait une salle de 300 places au cœur du centre-ville de Lyon. Vous en avez en périphérie, des centres culturels, sur les villes de périphérie de Lyon, mais au cœur du centre-ville, vous n'en avez pas. Vous avez des cafés-théâtres, on a cité le Boui-Boui, le Rideau Rouge, il y en a d'autres. Vous avez des très belles salles, comme la Altony Garnier, comme la Bourse du Travail, comme la Salle 3000, comme le Radiant, des grosses capacités, mais entre les deux, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas un théâtre Splendide, ou un Café de la Gare, ou un Palais des Glaces, ou un théâtre Trévise, ou une Comédie Comartin, comme vous pouvez avoir à Paris. Et ça, je pensais que ça manquait, et pour les artistes, et pour les productions, et aussi pour le public. Donc, voilà pourquoi. L'idée n'était pas de faire un café-théâtre comme j'en avais déjà 2 autres, parce que j'en ai 2 autres, j'en suis très content et ça va très bien. C'était de faire un projet plus ambitieux qui réponde à un manque, à mon avis, sur la ville de Lyon. Et avec une programmation différente aussi, j'ai un peu regardé, donc il y a effectivement du café-théâtre, donc on a vu Popek qui était passé fin janvier, il y aura Smaïn qui passera donc fin février, mais il y a aussi plein d'autres types de spectacles, donc il y a du cabaret, il y a du guignol, le dimanche dernier il y a même une revue de presse. Oui. Alors c'est quoi le fil rouge dans tout ça? Le fil rouge, c'est spectacle de divertissement populaire, accessible et à un prix raisonnable. Mais le cœur de cible, c'est le divertissement, c'est l'humour, vous l'avez dit, avec des têtes d'affiche, mais aussi avec des spectacles lyonnais qu'on va faire découvrir, avec des artistes lyonnais, avec des grosses pièces de café-théâtre qui ont joué à Paris depuis 15 ans, 16 ans, mais qui ne sont pas venus à Lyon, comme J'aime beaucoup ce que vous faites ou Amour et Chipolata. Toute la nouvelle génération des comiques, comme la bande à Ruquier, Constance, Lamine Lesgade qui est là ce soir, des gens du Jamel Comedy Club comme Claudia Tagbo qui arrive demain, Dedo qui a joué là hier, des gens de la série Bref comme Kairon, aussi la revue de presse de Gérard Angel parce que c'est un style qui me plaît beaucoup, des spectacles à dimension internationale comme Cabaret in Lyon qui est une revue dansée avec du mime burlesque dont vous n'avez pas besoin de parler français tous les lundis, L'Avare de Molière, monté par Joël Sevilla, la maman d'Alexandre Astier, de l'opéra le dimanche, du spectacle pour enfants, vous l'avez dit, avec du guignol et une comédie qui s'appelle Super Pirate. Ce qui nous intéresse à nous, c'est évidemment de divertir, d'être accessible, d'être populaire
essentiellement sur l'humour, mais pas que, parce que moi je trouve très bien qu'il y a de l'opéra qui viennent ici, parce qu'il y a des gens qui n'iront jamais à l'opéra en se disant c'est pas pour moi, ils vont venir voir une chanteuse sur un set de 1 heure, 1 heure et demie, et peut-être que ça va leur plaire et qu'ils auront envie d'aller un petit peu plus loin. Pareil pour le Molière, ils n'iront pas au TNP parce que c'est pas pour eux, mais un Molière monté par Joël Sévilla, la maman d'Alexandre Astier, ils vont se laisser tenter. Voilà, on va faire un Labiche, on va faire des festivals, on va faire des nuits de l'humour, on va faire beaucoup de choses que dans un café traditionnel, on n'aurait pas pu faire parce que économiquement et au niveau de l'infrastructure, ça n'était pas possible. Mais le cœur de cible, ça reste les spectacles comiques sous toutes leurs formes. Combien coûte une place? Alors les prix sont raisonnables, je vous l'ai dit. Maximum, on n'ira pas au-dessus de 30 €. Et puis, vous trouvez les débuts de semaine, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire, sur les sites internet, sur notre site internet, quand la salle n'est pas pleine, vous pouvez arriver à trouver des places à demi-tarif entre 10 et 8 €. Donc c'est vraiment, on est dans l'ultra raisonnable. Alors, vous n'avez pas été directeur de café-théâtre toute votre vie. Vous avez commencé, alors apparemment très jeune, parce que vous m'avez dit que ça remonte au temps du lycée. Vous avez commencé en tant qu'acteur. Vous avez une troupe avec des copains, donc une troupe qui après s'est rétrécie, ça finit en duo. Les Astrobaldingues. Voilà. Donc vous vous êtes exercé donc, au métier d'acteur, au métier aussi de metteur en scène. Ensuite, donc, au Boui-Boui, au Rideau Rouge, donc vous avez fait de la mise en scène. Aujourd'hui, parmi ces 3 métiers, lequel vous plaît le plus? C'est une question délicate. J'aime toutes les disciplines liées au spectacle, parce que j'ai été aussi agent, j'ai été producteur, on l'a dit tout à l'heure, j'ai été comédien. Honnêtement, je me suis bien amusé en tant que comédien, mais je pense que j'ai bien fait d'arrêter parce que même si ce que je faisais était correct, j'avais pas un niveau suffisant pour prétendre à plus. En tant que metteur en scène, j'ai une bonne culture du café-théâtre, etc. Donc, je suis capable de monter une pièce, mais je ne suis pas un metteur en scène de génie. En tant qu'agent, j'aime les artistes. En tant que producteur, j'aime les artistes, mais c'est un métier extrêmement ingrat parce que producteur, si vous gagnez de l'argent, c'est sur le dos de l'artiste. Si vous en perdez, vous êtes un mauvais producteur. Donc, c'est un métier très difficile et j'ai beaucoup de respect pour les producteurs. Agent, c'est un sacerdoce parce que vous êtes au contact de l'artiste en permanence. Alors, finalement, le métier dans lequel je me retrouve le mieux, qui regroupe un peu toutes ces disciplines, c'est directeur de théâtre. Parce qu'il y a du respect de la part des producteurs, de la part des agents, de la part des metteurs en scène, de la part des artistes. Et il y a un côté business qui ne me déplaît pas dans la direction d'un théâtre. Et à la fois, vous pouvez compiler l'artistique puisque vous choisissez votre programmation, vous donnez la chance à un artiste de venir s'exprimer. Donc voilà, pour répondre à votre question, j'aime toutes les disciplines, mais je me réalise mieux en tant que directeur de théâtre. Et quelle serait votre plus belle anecdote dans toute cette vie d'homme du théâtre? J'en ai des centaines d'anecdotes parce que j'ai quand même 20 ans de carrière, mais mon plus beau, qu'est-ce qui reviendrait maintenant tout de suite spontanément? Le moment où j'ai su que j'allais avoir l'Odéon. Parce que c'était un projet tellement lourd à porter, trouver le budget, convaincre les Docs Lyonnais, avoir l'assentiment de la mairie, trouver l'architecte, trouver la programmation, etc. C'est quand on voit les images des travaux de là où on a pris le projet, je me dis mais j'ai été complètement fou. Et pourtant au moment où on signe avec les Docs Lyonnais, je sais que je ne peux plus reculer. C'est-à-dire que j'ai signé le bail et que maintenant si je ne vais pas au bout, tout ce que j'ai engagé comme argent est perdu. C'est un moment d'euphorie complète parce qu'on se dit on va vivre une aventure exceptionnelle. Et c'est le cas parce que dans exceptionnel, il n'y a pas que du plaisir. Il y a eu comme dirait Winston Churchill, des larmes, du sang et au bout la victoire. Non, ça a été un moment très fort de se dire voilà, je vais être en plein cœur du centre-ville parce que moi je suis un enfant de la banlieue. Vous l'avez dit, dans un quartier haussmannien avec un projet qui va rayonner dans toute la ville. J'ai cette chance-là, j'ai cette opportunité-là de pouvoir le mener à bien et ça a été un moment très fort que j'ai partagé avec ma femme qui est en fait la vraie patronne, qui s'appelle Marion Gervais et que j'embrasse très fort. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.